Bonjour, ravi d'être avec vous pour cette édition spéciale de Carnet de santé. Nous sommes à Kirkland, dans l'État de Washington, pour une interview exclusive avec Bill Gates, le cofondateur de la fondation Bill et Melinda Gates. Mr. Bill Gates, thank you so much for your time. Monsieur Bill Gates, merci de nous rejoindre. La Fondation Bill et Melinda Gates vient de publier son rapport annuel Goalkeeper 2019 afin de suivre les progrès accomplis sur les objectifs du développement durable des Nations Unies. Pourquoi votre fondation a-t-elle choisi de jouer ce rôle? Bien, j'espère que tout le monde suit ces objectifs de développement durable. Mais il arrive que dans les pays les plus riches, qu'il y ait un peu de distraction. Donc nous avons l'opportunité une fois l'année de nous rassembler, relever les pays concernés et voir comment est-ce que les choses avancent. Cette année marque la 3e édition du rapport The Goalkeepers. Quels sont les points essentiels que vous avez retenus? Cette année, en termes d'accomplissement, on ne s'est pas limité seulement aux résultats dans chaque pays pour constater les progrès réalisés en matière d'éducation et de santé au cours des 20 dernières années. Nous nous sommes rendus sur place. Nous avons donc fait une évaluation globale et nous nous sommes rendus compte que dans les pays stables, la santé, l'éducation ont connu des progrès presque partout, même si nous avons vu des différences énormes. Vous savez que l'Inde, par exemple, ressemble à un pays riche, alors que la plus grande partie du pays est très pauvre. Au Nigeria également, vous avez une différence énorme. Et donc, c'est facile de dire, d'accord, tout va bien dans une partie du pays, mais comment pouvons-nous accélérer le développement de l'autre partie? Parce que si vous pouvez utiliser le budget fédéral pour aider avec des dollars, vous pouvez utiliser des idées là-bas. À certains égards, il devrait être plus facile de diffuser les meilleures pratiques dans le pays contre des pays différents. Nous devons faire les deux. Et l'Afrique a, si vous examinez chaque domaine, de nombreux exemples et certains domaines dans lesquels les choses n'ont pas progressé autant. Alors, lorsque vous observez les disparités dans le rapport, quel rôle, selon vous, les gouvernements pourraient jouer pour combattre ces inégalités? En Afrique, par exemple, quelle est la responsabilité du gouvernement et en fait-il assez? Bien, le gouvernement a le rôle principal. La seule façon dont le système éducatif et le système de santé peuvent fonctionner à merveille est si le gouvernement perçoit suffisamment d'impôts, puis dépense cet argent pour choisir des bons travailleurs, ces derniers montrant la qualité du travail, réussir à réduire le temps de la file d'attente dans les centres de soins de santé primaire, dans le cas où il y a un manque de vaccins, lorsque le maire arrive sur une longue distance. Maintenant, dans quelques pays comme la Somalie, le gouvernement n'est pas actif. Il peut arriver qu'un pays n'ait pas de gouvernement, donc un organisme non gouvernemental peut travailler avec les villages et créer des solutions de remplacement. Mais si vous voulez une solution à long terme, il faut une collaboration avec le gouvernement en aidant à mettre en place ce système solide et durable afin que leur pays devienne autonome. Vous avez mentionné le Nigeria précédemment. Nous savons que vous êtes un ardent défenseur de la vaccination et vous luttez contre la poliomyélite. Cette année, le Nigeria a marqué un jalon important, 3 ans sans polio. Puis-je avoir votre réaction? Bien, le mérite est à partager pour le cas du Nigeria. Les héroïnes sont les femmes. Elles se sont engagées et sont allées de maison en maison au péril de leur vie dans les régions du nord-ouest et du nord-est. Donc, c'est vraiment un effort merveilleux, mais nous n'avons pas encore fini. Nous devons arriver à 0 cas. Il existe encore des cas dérivés du vaccin en Afrique et des cas de type sauvage au Pakistan et en Afghanistan.
Mais un point important à ne pas oublier, même si depuis 3 ans, aucun cas sauvage de polio n'a été observé en Afrique, nous craignons une propagation du virus en Afrique à partir du Pakistan et de l'Afghanistan. Donc nous travaillons donc intensement là-bas. Les systèmes de santé doivent être améliorés et nous avons beaucoup à faire quant aux soins de santé primaire. C'est pourquoi nous sommes engagés particulièrement auprès des États du Nord, au Nigeria, pour les aider à relever leur taux de vaccination. Ils sont actuellement, par exemple, au-dessus de 30%, alors que comme certains pays, ils devraient être à plus de 90%. Je travaille avec Aliko Dangote et nous sommes déterminés à aider ces États du Nord à renforcer leurs soins de santé primaire. Et en parlant de M. Dangote, l'année dernière, vous étiez au Tchad pour promouvoir également la vaccination et sensibiliser à la polio. Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Y avait-il une bonne compréhension quant à la nécessité de vacciner les enfants et la menace que constitue la poliomyélite qui, même en l'absence de nouveaux cas, reste une menace latente? Nous pourrions éviter un grand nombre de décès à partir du nord du Nigeria en allant vers l'est. Cette région est la seule au monde où meurent encore plus de 10% des enfants. Et c'est là en partie à cause du paludisme. Cela est dû aussi au manque de systèmes de soins de santé primaire adéquats. Quant au Tchad, le pays a moins de ressources. Certaines régions du pays réussissent très bien en matière de vaccination. Il est donc important de continuer les campagnes de sensibilisation là-bas également. Monsieur Dangote est venu à Seattle cet été et nous avons passé plusieurs jours à parler de la manière dont nos fondations pourraient travailler ensemble pour élever le défi en matière de nutrition. Lui et sa fondation participeront à nos Goalkeepers cette année. D'accord. Et l'objectif du développement durable numéro 3 vise à assurer une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. C'est un objectif très ambitieux. Alors, comment pouvons-nous y arriver? Qu'en pensez-vous? Le monde a fait beaucoup de progrès et nous ne demandons à aucun pays de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Vous savez, les décès d'enfants peuvent être réduits de moitié. Les nouveaux vaccins sont en partie responsables. Les revenus augmentent plus ou moins. Et il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec ces progrès, à savoir que les filles sont mieux éduquées, mieux traitées. Elles peuvent à présent se rencontrer et discuter des services et de leurs besoins. Nous veillons aussi à ce que toutes les mères comprennent les meilleures pratiques en matière de soins prénatals. Des groupes de femmes ont mis en place des stratégies en Asie, au Bangladesh et en Inde, par exemple, et nous expérimentons maintenant ces mêmes pratiques dans certaines régions de l'Afrique d'une manière culturellement appropriée. Nous espérons que cela deviendra également un outil important en Afrique. Parlons de la population à présent. Le rapport indique que les régions du Sahel, d'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde affichent l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde. Comment abordez-vous la question de la démographie? Quelle est votre position face aux controverses sur la promotion de la planification familiale, considérée par certains dans les pays en voie de développement comme une tentative de réduction d'une population donnée? En fait, lorsque les pays ont accès à la santé, c'est-à-dire que si l'on réduit le taux de mortalité infantile, les familles choisissent volontairement d'avoir moins d'enfants. Par exemple, en éduquant les femmes, de plus en plus de familles choisissent volontairement d'avoir moins d'enfants. Nous cherchons donc simplement à faire en sorte que les personnes aient volontairement accès à ces outils. Et nous faisons des sondages régulièrement, à savoir si le stock était épuisé, et si les personnes subissent une certaine pression pour les utiliser, c'est qu'elles ressentent. Maintenant, dans l'histoire de la planification familiale, il y a des cas où le gouvernement a mis trop de pression sur les gens. La bonne nouvelle est que, même sans pression inappropriée, nos familles choisiront d'espacer davantage leur naissance, ce qui contribuera beaucoup à une meilleure santé et, dans certains cas, à moins d'enfants. À propos de l'éducation, le rapport montre également que l'écart entre les sexes dans l'éducation est en train de se réduire, mais qu'il pourrait persister en Afrique subsaharienne dans un avenir proche. Alors, comment résoudre ce problème?
Alors, l'Asie a globalement éliminé l'écart entre les sexes dans les écoles primaires et secondaires. En Afrique, certains pays font mieux que les autres en matière de disparité entre les sexes. Mais je voudrais aussi souligner que la qualité de l'expérience d'apprentissage est encore quelque chose que nous pouvons faire avancer. Il y a des enfants qui vont à l'école pendant des longues périodes et pourtant leur capacité à lire des phrases ou faire des calculs simples n'est pas très bonne. Nous aidons donc à former les enseignants et à nous assurer que nous les sélectionnons correctement. Nous avons encore du travail à faire sur l'accès, en particulier dans les écoles secondaires. Mais nous avons également du travail à faire sur la qualité. Et à certains égards, l'éducation est plus difficile que nous le pensions parce que dans le domaine de la santé, si nous ajoutons un nouveau vaccin, nous savons qu'un jour, nous aurons un vaccin contre le paludisme, nous aurons un vaccin contre la tuberculose ou le VIH. Donc, ces maladies infectieuses seront considérablement réduites. En éducation, c'est tous les jours. Vous savez, bien former les enseignants, veiller à ce qu'ils fassent bien leur travail, à ce que le financement soit adéquat, s'assurer que le message culturel selon lequel les filles devraient être présentes et qu'elles vivent une expérience positive est sûr dans le cadre de leur scolarité. Chaque année, nous devons travailler encore plus afin d'avoir une éducation adéquate et une autonomisation de la population et c'est vraiment là que l'Afrique prospérera. Il y a l'exemple du Vietnam. Ils ont un niveau de richesse associé à un système éducatif fantastique en raison de l'effort du personnel enseignant qu'ils déploient. Alors, dans un cas comme celui de l'éducation, par exemple, quel est le rôle des communautés? Comment peuvent-elles contribuer à soutenir le travail que des organisations philanthropes ou même les gouvernements tentent de faire pour améliorer la qualité de vie des communautés? Bien, l'éducation est un domaine dans lequel les parents peuvent s'impliquer, qu'il s'agisse des programmes après l'école, de parler aux enfants qui ne s'engagent pas ou qui risquent d'être perturbants, des programmes sportifs, exiger du gouvernement qu'il sache que tout est fait correctement. Les communautés sont, je pense, notre meilleur pari. En fait, les parents ne sont peut-être pas experts en vaccins, mais si leurs enfants n'apprennent pas, ils devraient être activés. Vous savez que ce soit au niveau local ou fédéral, leur attente devrait être assez élevée par rapport à ce qui se passe actuellement. À la jeune fille dans un petit village isolé qui a l'espoir d'aller à l'école, au fermier qui traverse une sécheresse et garde espoir de voir tomber la pluie, ou à la mère de famille qui se bat tous les jours pour empêcher son fils de contracter le paludisme. Si ces personnes vous demandaient pourquoi vous vous souciez d'elles, que diriez-vous? Je pense que les êtres humains se soucient les uns des autres. Si ces problèmes se trouvent dans votre quartier, que vous voyez un gamin avec de la fièvre, un enfant qui ne reçoit pas assez de nourriture, un enfant qui ne peut pas aller à l'école, vous vous diriez « Ok, ce sont mes voisins, je le vois ». Et à ce moment même, vous serez émotionnellement connecté, vous pouvez régler le problème. C'est un défi, par contre, si ce problème se passe très loin et que très peu de gens ont la chance d'aller voir à la fois le besoin et le progrès réalisé. Plus il y a des visiteurs, mieux c'est parce que c'est une personne très rare qui ne revient pas et qui est profondément touchée et qui dit « Ok, ça doit être plus une priorité pour moi de faire tout ce que je peux pour participer et aider. » Mais vous savez, nous évoluons dans un monde numérique et nous n'avons toujours pas réussi à donner l'impression que, oui, regardez, j'ai rencontré la mère dont l'enfant est en danger, j'ai vu cet enfant mal nourri. Nous sommes donc à la recherche des jeunes Africains capables de prendre la défense du continent et de savoir comment ces nouveaux outils peuvent accélérer l'amélioration des revenus, arriver à l'égalité des sexes, une meilleure éducation. C'est que chaque être humain sur la planète mérite. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts.
Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.